Ma femme a envoyé par erreur un mémo vocal destiné à sa sœur. Et ce que j'ai entendu à mon sujet m'a fait partir le lendemain matin. J'étais donc là, affalé dans mon lit comme une étoile de mer morte, à faire défiler les pages de mon téléphone, un œil fermé. Parce que, soyons honnêtes, j'ai 32 ans et mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. La lumière bleue grillait probablement le peu de neurones qui me restaient après une journée de 10 heures au bureau. Mais bon, c'est le rêve américain, non? Se tuer au travail prématurément et faire semblant de vivre sa vie à fond. La notification est apparue à 1h17 précise. Lorraine m'avait envoyé un mémo vocal, ce qui n'était pas vraiment une nouvelle. Ma femme et sa sœur Naomi pourraient probablement établir un record du monde du plus grand nombre de messages vocaux échangés entre deux êtres humains en 24 heures. Je parle de conversations longues comme un roman surtout, des derniers désastres amoureux de leur mère à la question de savoir si le lait d'avoine vaut vraiment les 3 $ de plus chez Starbucks. Attention spoiler, ce n'est pas le cas. Je me suis dit que c'était juste une autre de leurs séances de drague épique. Probablement à cause des photos de fiançailles de leur cousine Jessica, qui ressemblait à un tableau Pinterest, ou peut-être à la dernière histoire d'horreur de Naomi. Vous connaissez la chanson. Alors, j'ai appuyé sur lecture sans réfléchir. J'avais déjà un demi-sourire, car la voix de Lorraine me donnait toujours l'impression que tout allait bien. Mince, j'avais tort. Burk. Franchement, Naomi, parfois je regarde Marcus et je ne sais pas. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé, vous savez. Attendez, quoi? J'ai cligné des yeux, soudain très réveillé. Est-ce qu'elle vient de prononcer mon nom sur ce ton? Le genre de ton qu'on utilise quand on parle d'un restaurant qui vous a donné une intoxication alimentaire, pas de votre mari depuis 2 ans. Il est gentil, solide, fiable, mais il est tellement sûr de lui. Ces mots m'ont frappé comme un train de marchandises transportant une cargaison de destruction émotionnelle pure. Simple, sûr de lui. Je me suis redressé si vite que j'ai dû me faire un coup du lapin, mais je n'ai pas pu bouger pour éteindre l'enregistrement. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti. Horrible, mais impossible de détourner le regard. La passion, la course-poursuite me manquaient. Avec Damian, même les disputes étaient palpitantes. Et voilà. Damian, l'ex-petit ami qu'il avait trompé avec non pas une, ni deux, mais 3 femmes différentes pendant leurs 2 ans de relation. Le même Damian qui avait oublié de lui rembourser les 1 500 $ qu'elle lui avait prêtés pour sa moto. Le Damian qui lui avait dit un jour qu'elle était trop collante pour vouloir passer du temps avec elle plus de 2 fois par semaine. Ce Damian, cette épave d'être humain lui manquait lorsqu'elle était allongée à côté de moi tous les soirs. Le rire de Lorraine résonna ensuite dans le haut-parleur, léger et désinvolte, comme si elle discutait de la météo au lieu de détruire négligemment l'estime de soi de son mari. C'était le même rire qu'elle utilisait pour raconter des anecdotes drôles lors des dîners. Celle qui faisait que tout le monde se penchait pour ne pas rater la chute. En fait, c'était moi la chute. Marcus est génial sur le papier, mais parfois, je me dis que j'en avais juste assez d'attendre mieux. Le téléphone m'a glissé des mains comme s'il était fait de charbons ardents, atterrissant sur la couette avec un bruit sourd qui semblait plus fort qu'un coup de feu dans le silence de notre chambre. Mon cœur faisait un truc bizarre, comme s'il essayait de s'échapper par ma gorge, battant si fort que je le sentais au bout de mes doigts. Génial sur le papier, las d'attendre mieux. Ces mots résonnaient dans mon crâne comme un flipper infernal. J'étais un lot de consolation, un trophée de participation, l'équivalent humain de se contenter des céréales de marque du magasin parce que les bonnes étaient trop chères. J'ai regardé Lorraine, qui dormait paisiblement sur le côté, une main sous son oreiller, la respiration régulière et calme. Son visage paraissait si serein, si innocent dans la faible lumière filtrant à travers les rideaux de notre chambre. C'était la femme dont j'étais tombé amoureux 5 ans durant. Celle qui pleurait devant les pubs pour chiens et insistait pour goûter tous les nouveaux parfums de glace chez Baskin-Robin. Celle qui portait mes vieux sweats d'université et qui m'allait mieux que jamais. Celle qui me voyait apparemment comme son filet de sécurité plutôt que comme son âme sœur. J'essayais de traiter ce que je venais d'entendre, mais j'avais l'impression d'être sous Windows 95 et de charger une vidéo 4K. Tout allait trop lentement et trop vite à la fois. Depuis combien de temps ressentait-elle cela? Était-ce une révélation récente? Ou faisait-elle semblant depuis des mois, des années? Chaque baiser, chaque bonne nuit, chaque « je t'aime » échangé autour d'un café matinal, chaque fois qu'elle me prenait la main devant Netflix. Était-ce par obligation? Étais-je simplement le choix sur dont elle s'était convaincue pour être heureuse? Simple? Ce mot résonnait dans ma tête comme un disque rayé.
Je veux dire, je n'allais pas gagner de concours de mannequinat, mais je n'étais pas vraiment Kasamoto non plus. Je restais en forme, je me douchais régulièrement, je savais assortir mes chaussettes à ma ceinture. Je me trouvais, vous savez, plutôt séduisant. Apparemment, je me trompais. Et en sécurité. Mon Dieu, ça faisait encore plus mal que banal, d'une certaine manière. Surimpliqué, ennuyeux, prévisible. Le genre de type qui utilise un sous-verre à chaque fois et lit les conditions générales avant de cliquer sur « Accepter », ce qui, d'accord, j'ai peut-être fait les deux, mais depuis quand être fiable était-il un défaut? J'étais assis là, dans le noir, à fixer le plafond comme s'il contenait des réponses écrites à l'encre invisible, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. Étais-je devenu trop confortable, trop prévisible? Étais-je coupable d'avoir laissé notre relation se mettre en mode pilote automatique alors qu'elle avait soif de turbulence? Le pire, ce n'était même pas ce qu'elle avait dit. C'était la désinvolture avec laquelle elle l'avait dit. Comme si mes sentiments n'étaient que des dommages collatéraux lors de sa séance de thérapie nocturne avec sa sœur. Comme si j'étais un concept abstrait, au lieu du type qui lui apportait de la soupe quand elle était malade et qui se souvenait d'enregistrer ses émissions de télé-réalité préférées quand elle devait travailler tard. J'étais Marcus, son mari, celui qui était censé être son homme. Au lieu de ça, j'étais apparemment juste le lot de consolation qu'elle en avait assez d'attendre pour l'échanger contre quelque chose de plus brillant. Vous. Tu redeviens humain, m'avait-il dit le week-end précédent alors que nous montions une étagère que j'avais achetée pour mon nouveau chez moi. C'est bizarre, mais encourageant. Comment ça, redevenir humain, avais-je demandé, essayant de comprendre pourquoi les fabricants de meubles suédois semblaient penser que les instructions de montage devraient être écrites en hiéroglyphes. Tu sais, comme si tu ne jouais plus, avait-il dit en tenant une poignée de vis qui devait probablement être placée à un endroit important. Tu es juste Marcus, pas ton mari Marcus, ni celui qui essaie d'être ce que quelqu'un d'autre veut. Marcus, juste le bon vieux Marcus. Et il avait raison. Même si je n'y avais pas vraiment pensé sous cet angle. Pendant 5 ans, je me suis inconsciemment corrigé, aplanissant les aspérités et les bizarreries qui ne collaient peut-être pas parfaitement à la vision de Lorraine de notre vie ensemble. Non pas parce qu'elle me l'avait demandé, mais parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On s'adapte. On fait des compromis. On devient une version légèrement différente de soi-même, qui fonctionne mieux dans notre contexte. Sauf qu'en fait, la version de moi qui fonctionnait le mieux dans notre relation n'était pas vraiment moi. C'était une performance soigneusement orchestrée d'un mari fiable, stable et sûr de lui, mais qui avait, d'une manière ou d'une autre, perdu la plupart de ce qui le rendait intéressant au départ. La douleur continuait à venir par vagues. Comme Zayn me l'avait prévenu. Pas la vive agonie immédiate de cette première nuit, mais quelque chose de plus supportable. La douleur sourde qu'on ressent quand on se souvient de quelque chose qu'on aimait mais qu'on ne peut plus avoir. C'était l'équivalent émotionnel du syndrome du membre fantôme. Ressentir l'absence de quelque chose qui faisait partie de vous depuis si longtemps qu'on en avait oublié ce que c'était que d'exister sans. Mais la lucidité venait aussi par vagues. Et c'était ces moments-là qui rendaient tout le reste valable. La soudaine prise de conscience que j'avais tant essayé d'être suffisante pour quelqu'un d'autre que j'en avais oublié comment me suffire à moi-même. La compréhension que l'amour ne devrait pas exiger de baisser sa propre lumière, de s'excuser de prendre de la place ou de se demander si l'on n'est qu'un remplaçant en attendant que quelque chose de mieux arrive. Lorraine recherchait l'excitation, la passion, le genre de relation qui ressemblait à une comédie romantique plutôt qu'à un documentaire sur 2 personnes partageant les frais de subsistance et se disputant pour savoir à qui revenait le tour de faire les courses. Et il n'y avait rien de mal à vouloir cela, en réalité. Le problème, c'est qu'elle avait épousé quelqu'un qui offrait quelque chose de complètement différent. Stabilité, loyauté, partenariat, et puis elle avait passé des années à lui en vouloir en silence de ne pas être autre chose. Je n'étais pas trop simple. Je n'étais pas trop sûr de moi. Je n'étais pas trop n'importe quoi. J'étais loyal, dévoué et présent. J'étais le genre de personne qui se souvenait des anniversaires et des dates anniversaires, qui apportait de la soupe quand on était malade, qui écoutait nos histoires de drames professionnels, même si elles n'étaient pas particulièrement intéressantes. J'étais quelqu'un qui croyait au travail quotidien et peu glamour d'aimer une autre personne avec constance. Ce n'étaient pas des défauts de caractère. C'étaient les fondements du type de relation que je recherchais. Une relation fondée sur le respect mutuel et une affection sincère, plutôt que sur les drames, l'incertitude et les montagnes russes épuisantes d'une passion qui s'embrase intensément avant de s'éteindre inévitablement. Et maintenant,
j'étais enfin libre de trouver quelqu'un qui, j'ai ressenti la même chose. Quelqu'un qui ne verrait pas ma fiabilité comme ennuyeuse ni ma constance comme un lot de consolation. Quelqu'un qui comprendrait que le véritable amour ne se résume pas à une excitation constante. Il s'agit de se choisir l'un l'autre chaque jour. Même dans le banal, même au travail, même sans étincelle, je ne regardais plus en arrière. Il n'y avait plus rien derrière moi, si ce n'est les ruines d'une relation bâtie sur des attentes incohérentes et une incompréhension mutuelle de nos attentes en matière d'amour. Je regardais maintenant vers l'avenir. Et pour la première fois depuis des mois, c'était plutôt agréable. Connaissez cette scène dans les films d'horreur où le protagoniste idiot entend un bruit bizarre au sous-sol et, au lieu de filer, prend une lampe torche et va enquêter? Ouais. Eh bien, apparemment, c'est moi cet idiot, parce qu'au lieu d'effacer ce mémo vocal et de faire comme si de rien n'était, je repassais ce satané truc encore et encore. Chaque relecture était comme gratter une croûte qui n'avait même pas commencé à cicatriser. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était comme une forme tordue d'auto-torture. Le genre de waterboarding psychologique qu'on ne peut obtenir qu'en entendant sa femme expliquer nonchalamment à sa sœur pourquoi on est l'équivalent humain d'une peinture murale beige. Parfois, je regarde Marcus et je ne sais pas. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Vous savez, la deuxième fois que je l'ai entendu, j'ai remarqué le petit silence avant qu'elle ne prononce mon nom. Cette petite hésitation qui suggérait qu'elle choisissait ses mots avec soin, ce qui, d'une certaine manière, aggravait les choses. Ce n'était pas une diatribe ivre ni un moment de folie passagère. Elle y avait vraiment réfléchi, pesé ses mots, et avait quand même décidé de me démolir verbalement. Il est gentil, solide, fiable, mais il est tellement simple, sûr de lui. À la troisième répétition, je décortiquais chaque syllabe comme si je me préparais à un examen de linguistique infernale. Sa façon de dire, gentil, sonnait condescendante, comme si elle décrivait un golden retriever qui avait appris à rapporter ses pantoufles. Et fiable. Bon sang, elle a fait passer ça pour un défaut de caractère. Depuis quand être fiable est-il devenu l'équivalent relationnel de la position du missionnaire? Ennuyeux, mais fonctionnel. Je me suis levé et j'ai commencé à arpenter notre chambre comme un animal en cage dans un zoo vraiment déprimant. Le parquet craquait sous mes pieds et je jetais des coups d'œil à Lorraine pour m'assurer de ne pas la réveiller. Apparemment, même en pleine crise émotionnelle, je restais prévenant et prudent. Marcus, fiable. La passion, la course-poursuite avec Damien me manquait. Même les disputes étaient palpitantes. C'est ce qui me touchait vraiment. Damien, ce drapeau rouge ambulant avec ses problèmes d'engagement et sa moto hors de prix. Le type qui traitait Lorraine comme une quête secondaire dans le jeu vidéo de sa vie. Ses disputes avec ce loser lui manquaient. Le drame, l'incertitude, cette question constante de savoir s'il serait là quand il le promettait lui manquait. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi pour penser que traiter ma femme avec respect et constance était une bonne chose? Apparemment, j'aurais dû déclencher des disputes sans lendemain et disparaître pendant des jours. J'aurais peut-être dû m'acheter une veste en cuir et oublier de la rappeler. Est-ce que ça m'aurait rendu plus excitant? Je me suis assis au bord du lit et j'ai pris ma tête dans mes mains, essayant de me faire à cette nouvelle réalité. Pendant 2 ans de mariage et 3 ans de relation avant ça, je pensais qu'on était heureux. Vraiment heureux. Pas un bonheur fin sur Instagram ou pour sauver les apparences, mais vraiment à l'aise. C'est mon bonheur. Finalement, j'étais le seul à ressentir ça. Marcus est génial sur le papier, mais parfois je me dis que j'en avais juste assez d'attendre mieux. Génial sur le papier. Comme si j'étais une candidature qu'elle avait acceptée parce qu'il fallait pourvoir le poste. Comme si j'étais la marque de céréales générique qu'elle achetait quand les Frosted Flakes étaient trop chers. Fonctionnelle, adéquate, mais pas ce qu'elle voulait vraiment, et fatiguée d'attendre mieux. Depuis combien de temps faisait-elle ses courses? Combien de fois m'avait-elle regardé de l'autre côté de la table en pensant, bon, voilà ma vie maintenant, je suppose. J'ai commencé à penser à tous ces petits moments que je chérissais, me demandant s'ils signifiaient quelque chose de complètement différent pour elle. Quand elle se blottissait contre moi sur le canapé pendant nos marathons cinéma du dimanche, souhaitait-elle vraiment être ailleurs? Quand elle riait à mes blagues idiotes. Était-ce juste poli? Quand elle me disait qu'elle m'aimait, y avait-il un astérisque invisible à la fin qui disait, pour l'instant, ou jusqu'à ce que quelqu'un de mieux se présente? Le message vocal ne durait que 47 secondes. J'ai vérifié. Mais ces 47 secondes contenaient suffisamment d'éclats émotionnels pour me durer plusieurs vies. C'était comme si elle avait lancé une grenade sur notre relation,
et je réalisais juste à ce moment-là que je me trouvais dans la zone d'explosion. J'ai regardé à nouveau mon téléphone et j'ai vu sa photo de contact me sourire. C'était celle de notre lune de miel dans la Napa Valley. Nous sourions tous les deux comme des idiots, les dents tachées de vin, ses cheveux en bataille à cause de la décapotable que nous avions louée. Je me souviens avoir pensé à ce moment-là que j'étais l'homme le plus chanceux du monde. Que, d'une manière ou d'une autre, cette femme incroyable m'avait choisi parmi toutes les possibilités du monde. Sauf qu'elle ne m'avait pas vraiment choisi, n'est-ce pas? Elle avait juste perdu patience, attendant que son premier choix se ressaisisse. Je me suis retrouvé à parcourir nos textos du début de semaine, à la recherche d'indices que j'aurais pu manquer. Mardi, peux-tu prendre du lait en rentrant? Je t'aime. Mercredi, en retard pour le dîner. Commence sans moi. Tu es le meilleur. Jeudi, j'ai hâte de te faire un câlin ce soir. J'ai passé une journée horrible. Tout cela semblait sincère sur le moment, mais maintenant, c'était comme la preuve d'une performance que j'avais été trop stupide pour reconnaître. Avait-elle vraiment hâte de me faire un câlin ou faisait-elle juste semblant? Pensait-elle vraiment que j'étais le meilleur? Ou était-elle juste reconnaissante du strict minimum? Le pire, c'est que je ne pouvais même pas lui en vouloir de ressentir ça. Enfin, j'étais furieux qu'elle l'ait dit à voix haute à quelqu'un d'autre au lieu de m'en parler. Mais les sentiments eux-mêmes, peut-être qu'elle n'y pouvait rien. Peut-être qu'on ne peut pas plus forcer la passion qu'on ne peut forcer quelqu'un à aimer la coriandre ou à comprendre pourquoi les gens regardent le golf à la télévision. Mais bon sang, ça faisait mal de savoir que, tandis que je tombais chaque jour davantage amoureux d'elle, elle se contentait peu à peu de moins que ce qu'elle désirait vraiment. C'était comme découvrir que votre chanson préférée n'était en fait que de la musique d'ascenseur pour tout le monde. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 3h47. Lorraine dormait encore paisiblement, complètement inconsciente que son mari traversait une crise existentielle à 2 mètres de là. Demain, elle se réveillerait et m'embrasserait comme toujours, sans probablement jamais se rendre compte qu'elle avait accidentellement détruit notre mariage avec un message vocal mal adressé. L'ironie ne m'avait pas échappé, même maintenant, au milieu de la pire nuit de ma vie, je restais silencieux pour ne pas la déranger. Marcus, sûr et fiable, frappe encore. Le matin est arrivé, que je le veuille ou non, ce qui est typique des matins, en fait. Il se fiche éperdument de vos désastres émotionnels personnels. Le soleil va se lever, les oiseaux vont gazouiller, et la vie va continuer comme si votre monde n'avait pas été anéanti par un mémo vocal de 47 secondes à 1h17 du matin. J'avais réussi à dormir peut-être 20 minutes, et c'était généreux. J'avais passé la majeure partie de la nuit à alterner entre fixer le plafond comme s'il me devait de l'argent et arpenter la maison comme un fantôme qui ne savait pas comment passer à l'au-delà. J'avais préparé 3 tasses de café que je n'avais pas bu, commencé puis abandonné 2 séries Netflix différentes, et je me suis retrouvé à réorganiser notre tiroir à bric-à-brac à 4 heures du matin, car apparemment, c'est à ça que ressemble le fond pour les maris de banlieue de 32 ans. Quand le réveil de Lorraine a sonné à 6h30, j'étais déjà assis sur le canapé, encore habillé de la veille, avec probablement l'air d'avoir été renversé par un camion conduit par l'honnêteté brutale de ma propre femme. Elle entra dans la cuisine en traînant les pieds, vêtue d'un de mes vieux t-shirts Northwestern et de ces ridicules pantoufles duveteuses qui ressemblaient à des pandas en colère. Celles que je lui avais achetées à Noël dernier parce qu'elle les trouvait si moches qu'elles en étaient mignonnes. Et voilà le clou du spectacle, elle fredonnait. Elle fredonnait vraiment une chanson de Taylor Swift comme si elle s'en fichait complètement. Comme si elle n'avait pas accidentellement fait échouer son mariage 12 heures plus tôt. C'était surréaliste de la voir suivre sa routine matinale habituelle, allumer la cafetière, consulter son téléphone, faire ce petit étirement qu'elle faisait toujours, lever les bras au plafond et émettre un petit bruit de satisfaction. « Bonjour, ma belle », dit-elle en se tournant vers moi avec ce sourire endormi que je trouvais autrefois si beau. Maintenant, j'avais l'impression de voir la preuve de mon ignorance totale de ma propre vie. « Tu veux un café ?» Elle s'approcha et m'embrassa sur la joue comme elle le faisait chaque matin depuis 5 ans. Même point, même affection désinvolte, même supposition que tout entre nous était exactement comme il se doit. Ses lèvres semblaient différentes. Pas physiquement, mais comme si elles appartenaient à une inconnue qui excellait à se faire passer pour ma femme. Je la fixais simplement. Enfin, complètement, comme si elle était un animal rare de zoo que je n'avais jamais vu auparavant, ce qu'elle était en quelque sorte. Cette version de Lorraine, celle qui pouvait dire à sa sœur avec désinvolture que son mari était un lot de consolation ennuyeux et se réveillait en se comportant comme des jeunes mariés, m'était complètement étrangère. « Marcus, ça va ?»
Elle pencha la tête et je perçus une lueur dans son expression. De l'inquiétude peut-être, ou de la confusion quant à la raison pour laquelle je lui lançais ce regard narquois au lieu de mon habituel grognement groggy de reconnaissance. J'avais envie de dire quelque chose, n'importe quoi. Peut-être lui demander comment elle avait dormi, si elle avait fait des rêves intéressants, ou, au fait, est-ce que tu n'aurais pas accidentellement détruit notre mariage la nuit dernière et puis complètement oublié? Mais les mots manquaient. C'était comme si mon cerveau avait un écran bleu et était coincé dans cette roue de la mort. Elle se déplaçait dans la cuisine avec cette assurance naturelle, comme si elle était maîtresse des lieux, ce qui était le cas. Évidemment, c'était aussi sa maison. Mais la regarder maintenant, c'était comme assister à une pièce de théâtre dont je ne savais pas que je faisais partie. Chaque mouvement semblait calculé. Chaque geste un peu trop parfait, comme si elle jouait le rôle d'une épouse aimante au lieu d'en être une. Le présentateur météo a dit qu'il pourrait pleuvoir plus tard, dit-elle en sortant 2 tasses du placard. L'une portait une photo de notre chat, Monsieur Moustache, un cadeau de Noël de sa mère que nous faisions toutes les deux semblant d'aimer. L'autre était ma vieille tasse de fac qui avait connu des décennies meilleures. Tu devrais peut-être prendre un parapluie. Un parapluie. Elle parlait de la météo et des parapluies, tandis que j'étais assise là, avec l'impression que quelqu'un avait mis la main dans ma poitrine et réorganisé tous mes organes. C'était une phrase tellement normale pour un couple marié que j'en ai presque ri. C'est alors que j'ai remarqué son téléphone posé sur le comptoir, à côté de la cafetière, l'écran baissé comme s'il s'agissait d'un simple appareil électroménager innocent, au lieu de l'arme de destruction massive qui avait ruiné ma vie. Elle a suivi mon regard et s'est figée. En fait, physiquement figée, comme si quelqu'un avait appuyé sur son bouton pause personnel. J'ai observé le moment précis où la réalité lui est revenue en pleine figure. Ses yeux se sont écarquillés. Sa main s'est portée à sa bouche et ses joues ont perdu toute couleur, comme si on avait débranché une prise. C'était comme voir quelqu'un se souvenir d'avoir laissé sa voiture tourner dans le garage, porte fermée. Et toi? Elle s'est éclaircie la gorge, mais sa voix résonnait toujours comme si elle avait gargarisé du gravier. As-tu écouté le message que je t'ai envoyé hier soir? La question flottait entre nous comme la fumée d'un incendie. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Son air coupable était si évident qu'il aurait aussi bien pu être tatoué sur son front. Elle espérait probablement que j'étais trop fatigué pour consulter mon téléphone, ou peut-être que je l'avais écouté et que j'avais raté le passage où elle m'avait traité d'humain ambiant. J'aurais pu mentir. J'aurais pu secouer la tête et faire semblant de ne rien savoir de ce qu'elle disait. J'aurais pu nous donner une porte de sortie, une chance de faire comme si tout allait bien et que nous étions encore le couple heureux qui se disputait pour savoir qui devait sortir les poubelles et si Die Hard était un film de Noël. Mais je n'ai rien dit. Je suis resté assis là, à la regarder comme si elle était une énigme insoluble. Je la regardais passer d'une quinzaine d'émotions différentes en 3 secondes. Panique, culpabilité, peur, regret. C'était comme assister au monologue intérieur de quelqu'un en temps réel. Marcus, je ne voulais pas dire ça comme ça, a-t-elle dit, les mots sortant si vite qu'ils se sont presque mélangés. Il était juste tard. Je me défoulais. Naomi m'a demandé si je me posais parfois des questions. Des questions. Elle appelait tout notre mariage, truc, maintenant. C'était utile. Son explication sonnait exactement comme elle l'était. Une tentative de limiter les dégâts de la part de quelqu'un pris en flagrant délit. Le genre de reculade qu'on fait quand on réalise que ses pensées intimes ne l'étaient pas autant qu'on le pensait. Mais le problème avec le fait de dire la vérité par accident, c'est qu'on ne peut pas la démentir. Les mots flottaient déjà dans l'univers comme des déchets toxiques. Je me suis levé, j'ai attrapé ma veste sur le dossier de la chaise et je me suis dirigé vers la porte. Je sentais son regard. J'entendais presque les rouages tourner dans sa tête tandis qu'elle essayait de trouver comment réparer ce qui ne pouvait pas être réparé. J'ai besoin d'air, ai-je dit, ce qui était probablement l'euphémisme du siècle. Ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de trouver une solution. Me voilà donc à midi, debout sur le porche de Zayn, comme une sorte de réfugié émotionnel, avec un sac de sport emballé à la hâte qui semblait avoir été fabriqué par quelqu'un en pleine dépression nerveuse, ce qui, soyons honnêtes, était le cas. J'avais jeté des trucs au hasard dans ce sac avec toute la stratégie d'un ivrogne qui prépare ses valises pour un week-end. 3 paires de sous-vêtements, une chaussette, 2 chaussures différentes qui ne correspondaient pas et, pour une raison inconnue, mon exemplaire de Gatsby le Magnifique, car apparemment, mon subconscient pensait qu'une petite tragédie littéraire compléterait ce tableau pathétique. Je suis resté là 2 bonnes minutes avant de sonner,
cherchant ce que j'allais dire. Dis donc, ma femme me trouve aussi excitant que de regarder la peinture sécher. Je peux dormir sur ton canapé? Ou peut-être une surprise. Il s'avère que mon mariage était un mensonge. Tu as de la bière? Aucune des deux options ne me semblait particulièrement attrayante. Zayn a ouvert la porte, vêtu d'un maillot des Chicago Bears qui avait connu des décennies meilleures et tenant une manette de jeu comme si je l'avais interrompu en train de sauver le monde des zombies numériques. On était meilleurs amis depuis la première année de fac, ce qui signifiait qu'il m'avait accompagné pendant ma période difficile, pendant les 4 années, mes désastres amoureux, nombreux et légendaires, et ce semestre malheureux où j'ai cru pouvoir porter une barbiche. J'en étais incapable. Il a jeté un coup d'œil à mon visage, puis au sac de sport, puis à nouveau à mon visage, et son expression est passée de la confusion à l'inquiétude en une demi-seconde. C'est ça, avoir un meilleur ami depuis plus de 10 ans. Il peut lire ton état émotionnel comme s'il était imprimé sur ton front en lettres fluo. Mec, a-t-il dit en s'écartant pour me laisser entrer. Tu as l'air d'un homme bien chaud, puis abandonné sous la pluie. Merci. C'est exactement ce que tout homme veut entendre quand sa vie s'écroule, ai-je dit en laissant tomber mon sac sur son parquet avec un bruit sourd qui semblait bien trop fort pour un si petit objet. Ça me donne vraiment confiance en moi. L'appartement de Zayn était exactement ce qu'on attendait d'un ingénieur informatique de 32 ans jamais marié. Des meubles minimalistes qui semblaient sortir d'IKEA. Je ne sais pas comment être une collection pour adultes. Une télé géante qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Et une cuisine qui, de toute évidence, ne servait qu'à ranger des plats à emporter et de la bière. C'était le genre d'endroit qui criait au célibat éternel, mais d'une manière étrangement réconfortante. Tu veux en parler? Demanda-t-il en fermant la porte derrière moi. Pas encore, dis-je, ce qui signifiait, je suis à environ 30 secondes de pleurer ou de me taper dessus, et je préférerais ne faire ni l'un ni l'autre dans ton salon. Cool, dit Zayn, parce que c'est ça qui est beau dans l'amitié masculine. Parfois, la meilleure chose qu'on puisse offrir à quelqu'un, c'est l'absence totale de conversation forcée et de traitement émotionnel. De la bière. Il disparut dans la cuisine et revint avec 2 bières fraîches, me tendant une Stella Artois comme si c'était une prescription pour une crise existentielle. On s'est assis sur son canapé, un énorme canapé en cuir qui enfreignait probablement plusieurs arrêtés municipaux concernant la taille des meubles, et on a fixé son écran de télévision, en pause sur un jeu de tir à la première personne où il était apparemment en train d'éliminer des méchants aux préjugés extrêmes. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, a-t-il dit après que nous ayons tous les deux bu quelques gorgées. La chambre d'amis est à toi. Attention, le matelas gonflable fuit lentement, donc tu te réveilleras probablement par terre tous les matins. Mais bon, au moins tu te réveilleras. C'est tes années, ça. Pratique, presque philosophique. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. N'a pas exigé d'explication. N'a pas essayé de tout arranger avec des conseils non sollicités. Il m'a juste proposé de l'espace, de la bière et la promesse que je n'aurais pas à dormir dans la rue comme une sorte de vagabond de banlieue. On a passé l'après-midi sans parler de mon mariage, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. À la place, on a commandé une pizza qui était probablement horrible pour nous et assurément délicieuse. J'ai joué à des jeux vidéo où l'on pouvait abattre des ennemis virtuels au lieu de gérer des problèmes émotionnels réels, et j'ai rattrapé toutes les choses insolites qui passent à la trappe quand on est occupé à être marié à quelqu'un qui semble nous prendre pour un humain ambiant. Le soir venu, je me suis sentie presque à nouveau humaine. Pas vraiment bien, mais comme si je n'allais peut-être pas exploser spontanément sous l'effet d'une surcharge émotionnelle. C'est là que j'ai commis l'erreur de consulter mon téléphone et que j'ai vu 17 appels manqués de Lorraine, 12 SMS d'abord d'excuses puis devenant progressivement désespérés, et un message vocal que je n'étais absolument pas prête à écouter. Elle essaie de te joindre, a observé Zayn en jetant un coup d'œil à l'écran de mon téléphone. Ça fait beaucoup de notifications pour quelqu'un qui n'a pas de problème. Ouais, eh bien, il s'avère que dire accidentellement à sa sœur que son mari est un filet de sécurité ennuyeux a tendance à générer beaucoup de communication de suivi, ai-je dit en prenant une autre gorgée de bière. Qui l'eût cru? C'est là que j'ai fait quelque chose que j'aurais probablement dû faire 6 heures plus tôt. J'ai fait écouter le mémo vocal à Zayn. Observer son visage pendant qu'il écoutait, c'était comme assister à un accident de voiture au ralenti. Son expression est passée de la curiosité à la confusion, puis à la véritable colère. Et quand la voix de Lorraine a commencé à parler de l'absence de Damian, Zayn fixait mon téléphone comme s'il avait personnellement insulté sa mère. Putain, mec, a-t-il dit. Une fois la lecture terminée.
C'est insensé, pas vrai, ai-je dit, me sentant étrangement justifié que quelqu'un d'autre trouve ça aussi tordu que moi. Enfin, je savais que je n'étais pas vraiment Ryan Reynolds, mais je ne pensais pas l'endormir tous les soirs. Zayn a secoué la tête, l'air toujours abasourdi. Ce n'est pas une question d'excitation ou d'ennui, mec. C'est une question de respect. On ne dit pas ça de quelqu'un qu'on aime, même si on y pense, surtout pas à quelqu'un d'autre. Et c'était ça qui me rongeait depuis le début de la journée. Ce qui me faisait plus mal que d'être traité de simple ou de sûr. Ce n'était pas seulement qu'elle ressentait ça. Les sentiments sont complexes. Et on ne peut peut-être pas contrôler ses émotions. C'était juste qu'elle s'était sentie suffisamment à l'aise pour exprimer ses pensées à quelqu'un d'autre, transformant notre mariage en sujet de conversation informelle pour ses séances de thérapie nocturne. J'étais son mari, mais apparemment, je ne méritais pas la courtoisie de garder ses déceptions pour elle. « Tu veux mon avis sincère ?» demanda Zayn en posant sa bière et en se tournant vers moi. « Ai-je le choix ?» Elle, dit-il simplement. Un vrai coup dur. Et maintenant, elle doit vivre avec les conséquences de ses paroles à voix basse. C'était plus que froid. Comme il l'avait dit, c'était une honnêteté cruelle déguisée en confession privée. Et j'étais la victime collatérale de son moment de transparence brutale. Les textos ont commencé à arriver comme une artillerie numérique vers 19h. Et laissez-moi vous dire que Lorraine avait apparemment décidé que si la persévérance était un super pouvoir, elle allait devenir la Captain America des épouses désespérées essayant de défaire des incidents catastrophiques de mémos vocaux. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'illuminer comme un sapin de Noël en pleine crise. Chaque notification sonore me donnait envie de balancer l'appareil dans un lac Michigan et de vivre comme un ermite qui communique exclusivement par signaux de fumée. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de les lire, car apparemment, je suis un goinfre de punition avec l'instinct de survie d'un lemming. S'il vous plaît, rentrez à la maison. C'était le premier. Simple et direct. Presque raisonnable si l'on ignorait que la maison ressemblait maintenant à une scène de crime où mon estime de soi avait été brutalement assassinée. Il faut qu'on parle. Le deuxième texto, qui était cinglant venant de quelqu'un qui avait apparemment beaucoup parlé de notre mariage, mais pas avec moi. L'ironie était si forte qu'on aurait pu la couper au couteau et la servir à un dîner pour ceux qui aiment le goût de la déception amère. Tu exagères. Je ne le pensais pas. Et voilà. Le troisième texto reprenait les grands classiques de ceux qui se font prendre à dire exactement ce qu'ils pensent. La vieille défense du « je ne le pensais pas », qui est en gros l'équivalent relationnel, n'était qu'une farce, mec. Sauf que c'était moins drôle et plus déchirant. Je t'aime. Le quatrième texto m'a fait rire aux éclats, ce qui a tellement surpris Zayn qu'il a failli faire tomber sa manette et que son personnage numérique a été accidentellement assassiné par un zombie. Amour. Elle m'aimait comme on aime sa Honda Civic fiable. Reconnaissante pour sa fiabilité, mais sans vraiment faire battre son cœur à tout rompre en la voyant dans l'allée. Au moment où le 12e texto est arrivé, Lorraine avait apparemment parcouru les 5. J'ai traversé les étapes du deuil et j'ai atterri quelque part dans la phase de marchandage désespéré. Marcus, réponds-moi, s'il te plaît. Je sais que tu lis ça. Je vois les accusés de lecture, ce qui était normal, car je les lisais comme une sorte de critique littéraire masochiste passant en revue les pires poèmes jamais écrits sur ma propre vie. Mais voilà le problème avec les accusés de lecture, c'est comme une surveillance émotionnelle. Ce n'est pas parce que je lisais ces textos que j'étais prêt à y répondre. Je n'étais pas prêt à faire comme si tout allait bien, à croire que nous pouvions retourner à notre vie de couple habituelle comme si de rien n'était, parce qu'il s'était passé quelque chose. Quelque chose d'énorme, de laid et d'impossible à ignorer. J'ai commencé à analyser chaque interaction que nous avions eue. Comme si j'étais une sorte d'enquêteur judiciaire sur les relations amoureuses essayant de résoudre l'affaire non résolue de mon propre mariage. Chaque carte d'anniversaire qu'elle m'avait envoyée, chaque dîner d'anniversaire, chaque dimanche matin paresseux où nous étions restés au lit à lire les informations sur nos téléphones, tout cela n'avait été qu'une performance artistique. Si elle m'avait comparé mentalement à d'autres hommes tout ce temps, en gardant un compte-rendu de toutes les fois où je n'ai pas été à la hauteur. Prenons l'exemple de notre dîner pour notre 2e anniversaire. Nous étions allés dans un restaurant italien du centre-ville, complet depuis 2 mois, et j'étais si fier d'avoir réussi à obtenir une réservation. Lorraine portait cette robe bleue qui mettait ses yeux en valeur. Et quand elle m'avait souri de l'autre côté de la table, je m'étais dit, ça y est. Voilà à quoi ressemble le bonheur. Mais maintenant, je me demandais si elle était restée assise là, souhaitant être ailleurs.
Avait-elle pensé à Damian et à sa stupide moto et aux disputes passionnantes qu'ils avaient quand elle me disait que le risotto était parfait? Avait-elle réellement pensé que tout dans la soirée était juste suffisant? Ou qu'en est-il du jour de notre mariage? Jésus-Christ, le jour de notre mariage. Je suis arrivé en avion de Seattle, j'ai même appris à danser correctement parce que je savais à quel point cela comptait pour elle. Je me sentais comme l'homme le plus chanceux du monde lorsqu'elle avait marché dans cette allée, comme si j'avais gagné à la loterie cosmique. Avait-elle déjà regardé tous ces visages et pensé, eh bien, je suppose que le pire, c'est que je ne pouvais même pas être vraiment en colère contre elle pour avoir ressenti cela. Je l'ai dit à voix haute à quelqu'un d'autre au lieu de m'en parler. Mais les sentiments eux-mêmes, vous ne pouvez pas vraiment vous empêcher de ressentir ce que vous ressentez. Vous ne pouvez pas plus vous forcer à être passionné par quelqu'un qu'à aimer les choux de Bruxelles ou à apprécier le death metal. Mais bon sang, ça faisait mal de savoir que même si j'étais tombé de plus en plus amoureux d'elle chaque jour, elle s'était progressivement résignée à une vie de déception confortable. C'était comme découvrir que votre chanson préférée n'était qu'un bruit de fond pour tout le monde. Ou découvrir que ce que vous pensiez être une histoire d'amour n'était en réalité qu'un très long épisode consistant à se contenter de moins. Je n'arrêtais pas de penser à toutes ces comédies romantiques où la femme se rend compte qu'elle a toujours été avec le mauvais homme et s'enfuit avec quelqu'un de plus excitant. Sauf que généralement, le gars ennuyeux qu'elle laisse derrière elle est dépeint comme une sorte de méchant coincé qui ne mérite pas l'amour de toute façon. Il s'avère que parfois, le type ennuyeux n'est qu'une personne ordinaire qui pensait qu'il était suffisant pour quelqu'un qu'il aimait. Zayn entra dans le salon vers 21h. Portant 2 bières fraîches et j'ai jeté un coup d'œil à mon visage. Tu recommences ce truc, dit-il. Quel truc? Ce truc où tu réfléchis trop à tout jusqu'à ce que ton cerveau se transforme en soupe. Je peux littéralement voir les engrenages grincer d'ici. Il avait raison, bien sûr. J'étais assis là pendant 2 heures à décortiquer toute ma relation, comme si je menais une autopsie de mon propre bonheur. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Chaque souvenir était maintenant contaminé. Chaque moment de joie était entaché par la possibilité qu'il ait été unilatéral. Elle cherchait l'excitation, dis-je, en acceptant la bière et en prenant une longue baie je cherchais un coéquipier. Ouais, dit Zayn en s'installant sur le canapé à côté de moi. Et il n'y a rien de mal avec aucune de ces choses. Mais c'était juste le problème, n'est-ce pas? Je ne savais pas que nous voulions des choses différentes, je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde, construisant la même vie, travaillant vers les mêmes objectifs. Il s'avère que j'ai joué aux dames pendant qu'elle jouait aux échecs, et je n'avais même jamais réalisé que nous jouions à des jeux différents. 2 jours après le début de mon séjour à l'hôtel Zané, qui comprenait un matelas pneumatique dégonflant, une cuisine ramen instantanée et les sons en duo de son voisin du dessus pratiquant ce que je ne peux que supposer être une danse interprétative. À 3 heures du matin, mon téléphone a sonné avec un numéro que j'ai reconnu, mais je ne m'attendais certainement pas à voir Naomi, la sœur de Lorraine, la destinataire involontaire du mémo vocal qui avait fait sortir mon mariage de l'orbite. La même Naomi qui en savait probablement plus que moi sur mes problèmes relationnels, ce qui n'était pas peu dire puisque je les vivais actuellement en temps réel. J'ai regardé sa photo de contact pendant 10 bonnes secondes, me demandant si je devais répondre ou la laisser aller à la messagerie vocale et gérer la grenade émotionnelle qu'elle était sur le point de me lancer plus tard. Naomi n'était pas vraiment connue pour son approche subtile des drames familiaux. C'était une femme qui avait dit un jour à sa cousine Jessica que son petit ami ressemblait à un Ryan Gosling à prix réduit qui faisait ses courses exclusivement dans les stations-service, directement en face lors du dîner de Noël. Allez-vous répondre à cette question ou simplement organiser un concours de regard avec votre téléphone, appela Zayn depuis la cuisine où il exécutait une sorte de magie culinaire qui impliquait de passer les restes de nourriture chinoise au micro-ondes et de l'appeler dîner. C'est Naomi. J'ai dit comme ça expliquait tout, ce qui dans l'esprit de Zayn c'était probablement le cas. Il l'avait rencontrée à notre mariage et avait plus tard décrit l'expérience comme étant comme si elle était interviewée par un très joli agent du FBI qui connaît certainement tous vos secrets. Ouais, dit-il. Répondez Y. Autant en finir avec ça. C'est ce que j'ai fait, me préparant à tout nouvel enfer qui était sur le point de se dérouler via le haut-parleur de mon téléphone. Marc. Sa voix m'a immédiatement frappé et je pouvais dire qu'elle pleurait. Pas la jolie larme qui coule sur la joue, le genre de pleurs que l'on voit dans les films, mais la vraie affaire. Les tissus gonflés et rougis partout se produisent lorsque votre monde est réorganisé par des forces indépendantes de votre volonté. Je suis vraiment désolé. Et juste comme ça, ma colère s'est dégonflée comme le matelas pneumatique de Zay. Parce que voici le truc à propos de Naomi.
Malgré toute sa franchise et sa tendance à traiter les réunions de famille comme des épisodes d'une émission de télé-réalité, elle était vraiment une bonne personne. Elle n'avait pas demandé à être entraînée dans ce pétrin. Elle n'était que la malheureuse victime de la dépression émotionnelle de sa sœur en fin de soirée. Ce n'est pas ta faute, dis-je, ce qui était vrai. Naomi n'avait pas forcé Lorraine à envoyer ce mémo vocal. Elle n'avait pas obligé Lorraine à choisir ses mots particuliers ni ne l'avait encouragée à détruire le sentiment d'estime de soi de son mari en moins de 50 secondes. Elle n'était qu'un dommage collatéral dans l'explosion. Lorraine pleure depuis des jours, continua Naomi, sa voix craquant comme de la glace par une chaude journée. Elle dit qu'elle ne le pensait pas, qu'elle était juste en train de sombrer dans une spirale. Spirale. C'était un choix de mots intéressant. Comme si Lorraine avait été prise dans une sorte de tornade émotionnelle qui avait capté au hasard ses vrais sentiments et les avait jetés sur le téléphone de sa sœur. Très pratique. Cette entreprise en spirale a vraiment éliminé la responsabilité personnelle de l'équation. En spirale vers quoi? Ai-je demandé, m'installant dans le canapé de Zayn et me préparant à toute explication créative qui allait me venir. Regret de m'avoir épousé. Le silence à l'autre bout du fil s'étendait comme une mauvaise blague que personne ne voulait terminer. Je pouvais pratiquement entendre le cerveau de Naomi travailler, essayant de comprendre comment naviguer dans ce champ de mine conversationnelle sans marcher accidentellement sur une mine terrestre émotionnelle. Elle a peur, dit finalement Naomi, ce qui n'était pas vraiment une réponse à ma question, mais c'était probablement la chose la plus honnête qu'on m'ait dite depuis des jours. Elle dit, tu as toujours été la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. En fait, j'ai ri de celui-là. Pas un rire joyeux, mais le genre de rire ironique et amer que vous faites lorsque quelqu'un essaie de vous convaincre que le noir est blanc et que le haut est le bas. Alors pourquoi m'a-t-elle traité clairement? En sécurité, comme si j'étais son contact en cas d'urgence au lieu de son mari. Parce qu'elle est idiote, dit Naomi sans hésitation, ce qui était d'une simplicité rafraîchissante. Et parce que parfois les gens disent des choses stupides quand ils sont confus au sujet de leurs propres sentiments. Confus, répétai-je, goûtant le mot comme si c'était quelque chose de désagréable que j'avais trouvé dans ma nourriture. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Confusion. Marcus, je sais à quoi ça ressemble, dit Naomi. Et je pouvais l'entendre bouger, probablement comme Lorraine le faisait quand elle était stressée. Ils avaient plus en commun qu'aucun d'eux n'aime l'admettre, mais je vous regarde ensemble depuis 5 ans. J'ai vu comment elle vous regarde quand vous ne faites pas attention. Je l'ai entendu se vanter de vous auprès d'étrangers lors de fêtes. Elle vous aime, mais elle n'est pas amoureuse de moi. J'ai dit, parce qu'il y avait une différence, et nous le savions tous. L'amour était confortable, pratique, le genre de choses que l'on ressentait pour les membres de la famille et les très bons amis. Être amoureux était différent. C'était compliqué et irrationnel et vous faisait faire des choses stupides comme apprendre à danser la salsa ou conduire 6 heures juste pour surprendre quelqu'un avec ses beignets préférés, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir, a-t-elle dit à la place. Et voilà. La question. J'évitais depuis 2 jours. Notre mariage valait-il la peine de se battre? L'amour sans passion était-il suffisant? Pourrais-je passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui me considérait comme le choix sûr, l'option fiable, l'équivalent humain d'une Toyota Camry? Je ne sais pas, dis-je. Honnêtement, je ne sais vraiment pas. Elle veut te parler, dit Naomi. Allez-vous au moins y réfléchir? J'ai regardé autour de l'appartement de Zayn, les boîtes de pizza vides empilées sur la table basse, les manettes de jeu éparpillées sur le sol, la vie d'un célibataire de 32 ans qui n'avait jamais eu à faire face à la découverte accidentelle que son épouse pensait qu'il était aussi excitant que de regarder l'herbe pousser. Peut-être, dis-je, mais pas encore. De combien de temps avez-vous besoin? Cela non plus, je ne le sais pas, Naomi soupira. Le genre de profond. Je ne défendrai jamais ce qu'elle a dit. Elle m'a dit, tu ne méritais pas ça. Je ne le défendrai jamais. Et je le lui ai dit. Merci, ai-je dit, et je le pensais parce que quelqu'un avait besoin d'être à mes côtés dans ce pétrin, même si c'était juste ma belle-sœur qui s'y était entraînée contre sa volonté. Mais Marcus, a-t-elle dit juste avant que j'étais sur le point de raccrocher, ouais, ne l'abandonne pas encore. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils ont peur. Avec un passé tragique. Nous nous sommes rencontrés au Murphy's Dîner, ce petit endroit à 3 pâtés de maison de mon bureau qui servait du café assez fort pour réveiller les morts et des tartes qui pourraient probablement guérir des formes mineures de dépression. C'était un territoire neutre,
le genre d'espace public où les gens ne pouvaient pas s'effondrer complètement sans provoquer une scène. Café noir et je me suis assis dans une cabine près par la fenêtre, regardant des gens normaux vivre leur vie normale sur le trottoir à l'extérieur, et se demandant si l'un d'entre eux avait déjà découvert que leur mariage était fondamentalement un trophée de participation à long terme. Quand Lorraine est entrée, je l'ai à peine reconnue. Et je ne veux pas dire cela d'une manière métaphorique et romantique. Je veux dire, elle avait littéralement l'air d'avoir été heurtée par un camion transportant une charge de dévastation émotionnelle. Ses yeux étaient gonflés et rouges, comme si elle avait pleuré pendant des jours d'affilée, ce qui était probablement le cas. Son maquillage était à moitié usé, appliqué et réappliqué tellement de fois qu'il ressemblait à de l'art abstrait. Ses mains tremblaient alors qu'elle se glissait dans la cabine en face de moi et non à cause du froid. Ce n'était pas la femme composée qui fredonnait des chansons de Taylor Swift tout en détruisant mon estime de soi. C'était quelqu'un qui vivait dans son enfer personnel depuis près d'une semaine. Et honnêtement, je ne savais pas trop quoi penser de ça, Marcus, a-t-elle déclaré. Et même sa voix était différente, plus petite, comme si quelqu'un avait baissé le volume et oublié de le remonter. Merci d'être venu. J'ai hoché la tête, mais je n'ai rien dit, car qu'étais-je censé dire? Vous êtes les bienvenus si vous acceptez de rencontrer ma femme, qui pense que je suis un humain ambiant. Merci d'avoir l'air de ne pas avoir dormi depuis que vous avez accidentellement détruit notre mariage. Il n'y avait pas vraiment de carte de vœux pour cette situation particulière. Elle a commandé du thé, de la camomille, qu'elle ne buvait que lorsqu'elle était stressée ou malade, et nous sommes restés assis là pendant un moment dans le genre de silence inconfortable qui vous rend hyper conscient de chaque bruit dans la pièce. La machine à café siffle. Un gars au comptoir se dispute à propos de sa commande. Le couple dans la cabine voisine discute de la question de savoir si leur enfant avait besoin d'un appareil dentaire. La vie normale continue autour de nous alors que nous sommes assis dans les décombres de la nôtre. Marcus, j'ai été stupide, dit-elle finalement, sautant directement dans le grand bain sans tester l'eau au préalable. Il était 1h du matin. J'avais bu du vin. Je réfléchissais trop à tout. Du vin? Bien sûr, l'excuse classique pour dire accidentellement la vérité. Comme si l'alcool était une sorte de sérum d'honnêteté magique qui obligeait les gens à dire des choses qu'ils ne pensaient pas vraiment. Sauf que ce n'est pas ainsi que fonctionne l'alcool. Cela supprime simplement le filtre qui vous empêche généralement de dire les choses que vous pensez réellement. Le vin ne te fait pas mentir, Lorraine, dis-je doucement. Cela vous rend honnête. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée, ce qui n'était pas mon intention, mais ce n'était pas vraiment important non plus parce que quelqu'un avait besoin d'appeler dans l'ensemble, je ne voulais pas dire que c'était un récit qu'elle essayait de vendre. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, continua-t-elle, sa voix devenant plus petite et plus désespérée à chaque mot. C'est juste que parfois je me demande si c'est pour toujours. Je ne sais plus qui je suis. Et voilà. Le vrai problème est habillé en thérapie et livré avec le genre de sincérité tremblante qui vous donne envie de serrer quelqu'un dans vos bras ou de le secouer jusqu'à ce que ses dents claquent. Elle ne savait plus qui elle était, ce qui était intéressant car je pensais qu'elle était ma femme. Apparemment, je m'étais trompé sur ce point aussi. Alors pourquoi m'épouser? Ai-je demandé, gardant ma voix au même niveau, même si j'avais l'impression de me tenir au bord d'une falaise faite de verre brisé. Si tu n'étais pas sûr, si tu étais encore en train de te comprendre, pourquoi as-tu marché dans cette allée et promis de m'aimer pour le reste de ta vie? La question restait entre nous comme la fumée d'un feu que nous ne parvenions pas à éteindre. J'ai regardé son visage parcourir les émotions, la culpabilité, la peur, quelque chose qui aurait pu être un regret, mais qui aurait tout aussi bien pu être de la panique à l'idée d'être interpellé. Parce que tu étais la première personne qui m'a permis de me sentir en sécurité, murmura-t-elle. Et je pouvais voir les larmes commencer à s'accumuler dans ses yeux comme des nuages d'orage à l'horizon. Et je pensais que ce serait suffisant. Coffre-fort. Il y avait encore ce mot. Celui qui me hantait depuis 5 jours d'affilée. Pas aimé, pas chéri, pas désiré. Coffre-fort. Comme si j'étais une couverture de sécurité dont elle était devenue trop grande, mais qu'elle n'était pas tout à fait prête à abandonner. Mais ce n'est pas le cas, dis-je, et ce n'était pas vraiment une question parce que nous connaissions tous les deux la réponse. Elle ne répondit pas, ce qui était une réponse en soi. Elle restait assise là, à regarder son thé comme s'il pouvait contenir les solutions à tous ses problèmes existentiels. Ses épaules tremblaient sous l'effort de ne pas s'effondrer complètement en public. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, dit-elle finalement. Je n'ai jamais voulu que tout cela se produise, mais tu voulais autre chose, dis-je.
quelqu'un d'autre. Quelque chose de plus excitant que ce que nous avons. Elle m'a alors regardé et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Peur. Pas la peur de me perdre, mais la peur d'admettre que tout ce que je disais était vrai. Peur d'admettre qu'elle avait vécu les mouvements de notre mariage tout en espérant secrètement que quelque chose de mieux se produirait. Je ne sais pas ce que je veux, a-t-elle dit, ce qui était probablement la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite depuis des mois. Je suis tellement confus à propos de tout. Eh bien, dis-je en me levant et en laissant tomber un billet de $10 sur la table pour couvrir mon café. Au moins, maintenant, nous sommes tous les deux confus. Je suis sorti de ce restaurant non pas parce que je la détestais, même si une partie de moi le détestait, mais parce que je ne pouvais pas passer une minute de plus à la regarder essayer de nous convaincre tous les deux que tout cela n'était qu'un gros malentendu qui pourrait être résolu avec suffisamment d'excuses et d'explications. Certaines choses, une fois brisées, ne se remettent pas en place de la même manière, et certaines vérités, une fois prononcées, ne peuvent être tacites. Nous avons fini par parler pendant 3 heures supplémentaires après que je sois sorti en trompe du Murphy's dîner comme si j'auditionnais pour un feuilleton de jour. Parce qu'apparemment, même lorsque votre mariage tourne à l'égout plus rapidement qu'un enterrement de poisson rouge, vous ne pouvez toujours pas résister à l'envie de continuer à gratter la plaie jusqu'à ce qu'elle saigne partout. Lorraine m'a suivi dehors, bien sûr, parce que c'est ce que font les gens lorsqu'ils veulent désespérément réparer quelque chose qui pourrait être fondamentalement irréparable. Elle m'a rattrapé sur le parking, ses talons claquant contre l'asphalte comme un compte à rebours jusqu'à la date d'expiration de notre relation. « Marcus, s'il te plaît », dit-elle en saisissant mon bras avec le genre de poigne habituellement réservé aux personnes essayant de ne pas tomber d'une falaise. Nous ne pouvons pas laisser les choses comme ça. Et elle avait raison. Merde, nous ne pourrions pas. Parce que malgré tout, malgré le mémo vocal, la diffamation occasionnelle et toute la révélation que tu es mon filet de sécurité, c'était toujours ma femme. La femme que j'avais promis d'aimer malgré la maladie et la santé, pour le meilleur ou pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Apparemment, personne n'avait mentionné la possibilité de survivre à une honnêteté accidentelle dans ses vœux. Nous sommes donc retournés à l'intérieur et avons commandé plus de café qu'aucun de nous ne voulait et avons eu le genre de conversation qui devrait probablement être accompagnée d'une étiquette d'avertissement. Les contenus de mise en garde peuvent faire exploser toute votre compréhension de votre propre vie. Elle n'arrêtait pas d'insister sur le fait que ce n'était qu'un moment de faiblesse, comme si elle avait temporairement perdu la tête et exprimé accidentellement des pensées qui n'étaient pas vraiment les siennes, comme si son subconscient avait été détourné par une entité malveillante spécialisée dans la destruction des mariages au moyen de mémos vocaux mal synchronisés. Mais plus elle parlait, plus je réalisais qu'elle essayait de se convaincre autant que moi. J'ai passé une mauvaise semaine, a-t-elle expliqué en enroulant ses mains autour de sa tasse comme si c'était une bouée de sauvetage. Le travail était stressant. Ma mère m'appelait constamment à propos de la fête de départ à la retraite de mon père et Naomi vivait toute son histoire avec Derek. Oui, le classique, tout le reste était faux. Ainsi, j'ai accidentellement dit la vérité sur ma défense de mariage parce que, de toute évidence, le stress extérieur oblige les gens à révéler leurs sentiments les plus profonds et les plus honnêtes à l'égard de leur conjoint. Il s'agit essentiellement d'une loi de la physique à ce stade. Donc, quand vous êtes stressé, vous pensez par défaut que je suis ennuyeux. J'ai demandé, ce qui n'était probablement pas la question la plus productive, mais qui semblait pertinente pour la discussion. C'est votre mécanisme d'adaptation. Cataloguez mentalement toutes les façons dont votre mari vous déçoit. Elle a fait comme si je l'avais frappé physiquement, ce qui n'était pas mon intention, mais ce n'était pas non plus totalement important. Parce que quelqu'un devait reconnaître qu'il ne s'agissait pas seulement d'un stupide mémo vocal. Il s'agissait d'un décalage fondamental entre ce que nous pensions être notre mariage et ce qu'il avait réellement été. Ce n'est pas si simple, dit-elle. C'est ce que disent toujours les gens lorsqu'ils essaient de faire en sorte que quelque chose qui soit en réalité assez simple paraisse incroyablement compliqué. Je t'aime. Je le fais. C'est juste que tu aimerais que je sois quelqu'un d'autre. J'ai terminé pour elle parce que quelqu'un avait besoin de dire la partie calme à voix haute. Quelqu'un de plus excitant. Quelqu'un qui fait battre votre cœur au lieu de vous faire sentir en sécurité. La façon dont elle m'a regardé alors, comme si je venais de résoudre un puzzle sur lequel elle travaillait depuis des années, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle n'avait pas réalisé ce qu'elle ressentait jusqu'à ce que je le dise à voix haute, ce qui était presque pire que si elle y avait pensé consciemment depuis le début. Je n'ai jamais dit que j'aurais aimé que tu sois quelqu'un d'autre, protesta-t-elle. Mais sa voix manquait de conviction. C'était le genre de déni sans enthousiasme qu'on fait quand on est pris dans une vérité qu'on n'est pas prêt à admettre.
Tu n'étais pas obligé, dis-je. Vous avez dit à votre sœur que la passion que vous aviez avec votre ex vous manquait. Tu as dit que j'étais le choix sûr. Vous avez littéralement dit que vous en aviez marre d'attendre quelque chose de mieux. Qu'est-ce que je suis censé en retenir exactement? Nous avons tourné en rond pendant ce qui nous a semblé des heures. En rond, comme si nous étions coincés dans une sorte de machine à laver émotionnelle réglée sur le cycle de tout détruire. Elle prétendrait que c'était un moment de faiblesse. Je ferai remarquer que les moments de faiblesse révèlent généralement ce que les gens pensent vraiment et qu'on recommençait alors toute la danse. Elle n'arrêtait pas d'essayer de recadrer cela pour donner l'impression que tout cela concernait ses propres insécurités et sa confusion plutôt que le fait que je sois fondamentalement inadéquat en tant que mari. Mais je ne pouvais pas oublier ce que j'avais entendu. Je ne pouvais pas ignorer ce que je savais maintenant sur la façon dont elle voyait réellement notre relation. Vous étiez le choix sûr. La passion que j'avais avec quelqu'un d'autre me manquait. Peut-être que j'en avais marre d'attendre quelque chose de mieux. Ce n'étaient pas des mots que l'on pouvait retirer avec suffisamment d'excuses et d'explications. Ce n'étaient pas des erreurs ou des malentendus. C'étaient des vérités qui étaient restées dans son cœur comme des bombes non explosées, attendant le bon moment pour exploser. Le pire, c'était de l'avoir réalisé en temps réel que tout ce que je disais était exact. Je pouvais le voir sur son visage, la reconnaissance progressive qu'elle s'était installée, qu'elle avait fait le mouvement de m'aimer tout en espérant secrètement quelque chose de plus. C'était comme regarder quelqu'un découvrir qu'il avait été somnambule tout au long de sa propre vie. Je ne sais pas comment résoudre ce problème, dit-elle finalement. Et c'était peut-être la chose la plus honnête qu'elle ait dite de la journée. Je ne sais pas comment te faire croire que je t'aime vraiment. Le problème n'est pas de savoir si tu m'aimes, dis-je en mélangeant du sucre au café refroidi 1 heure auparavant. Le problème est que m'aimer ne suffit pas pour toi, et je ne peux pas passer le reste de ma vie à me demander si je ne suis qu'un espace réservé jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive. Jusqu'aux os, épuisé existentiellement d'une manière que le sommeil ne pourrait pas arranger. Parce qu'en fin de compte, peu importe à quel point elle m'aimait si elle ne voulait pas réellement être avec moi. Peu importe à quel point elle était désolée si elle ne pouvait pas changer ce qu'elle ressentait. Le désir est juste une amitié très chère avec un couple déclaration de revenus. 2 semaines après la conversation catastrophique du gré de dîner, je me suis retrouvé au milieu de ce que l'on appellerait charitablement un appartement et serait plus précisément décrit comme un placard légèrement surdimensionné avec une folie des grandeurs. L'endroit était suffisamment petit pour que je puisse toucher les 2 murs du salon si j'étendais les bras, mais c'était le mien. Tout à moi. Rien partagé. Aucun compromis sur le placement des meubles. Inutile de prétendre que les coussins servaient à autre chose que de rendre les canapés plus accueillants. La recherche d'un appartement avait été un enfer particulier que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Il s'avère que lorsque vous avez 32 ans et que vous êtes soudainement célibataire après avoir pensé avoir compris votre trajectoire de vie, le marché locatif vous traite comme un adolescent confus qui ne comprend pas comment fonctionne le fait d'être adulte. Tous les propriétaires que j'ai rencontrés semblaient personnellement offensés que je cherchais un appartement d'une chambre au lieu d'un logement de taille familiale. Comme si j'avais échoué d'une manière ou d'une autre dans la tâche humaine fondamentale consistant à accumuler le nombre approprié de personnes et de choses. Juste toi? Il me demandait en me regardant comme si j'étais une sorte de personnage suspect qui avait probablement des corps enterrés dans mon jardin. Juste moi, je confirmerais, ce qui me rendait soit tragiquement seul, soit potentiellement dangereux. Il n'y avait pas de juste milieu dans le monde de la location pour les hommes qui avaient récemment découvert que leur mariage était un trophée de participation élaboré. Mais j'ai finalement trouvé cet endroit, un studio reconverti dans un immeuble qui avait connu des décennies meilleures, mais qui avait toujours du caractère. Supposez que le caractère signifiait des sols légèrement tordus et une salle de bain de la taille d'une cabine téléphonique. C'était parfait dans son imperfection, le genre d'espace qui disait « Bienvenue dans votre nouvelle vie ». J'espère que cela ne vous dérange pas que la cuisine fasse techniquement partie du salon. Zayn m'a aidé à déménager, ce qui impliquait principalement qu'il transporte ma pathétique petite collection d'affaires tout en faisant des blagues de plus en plus créatives sur mon style de vie minimaliste. Apparemment, quand on est marié depuis 2 ans, on ne possède pas grand-chose. La plupart de nos meubles, notre vaisselle, nos objets de décoration aléatoires. Ils nous appartiennent tous, et je n'allais pas me battre pour savoir qui avait la garde des coussins dont Lorraine avait insisté pour que nous ayons besoin. Mec, ça y est, a demandé Zayn, regardant mes 2 boîtes d'objets personnels comme si elles étaient la preuve d'une histoire tragique. C'est toute ta vie. Il s'avère que je ne suis pas un grand collectionneur, dis-je, ce qui était vrai. La plupart de mes affaires importantes, vêtements,
livres, mon ordinateur portable, cette vilaine tasse que mon père m'avait offerte pour l'obtention de mon diplôme, se rangeait dans un sac polochon et quelques boîtes en carton. Tout le reste faisait partie de la mythologie commune de Marcus et Lorraine, et je n'étais pas intéressé à rapporter à la maison des artefacts issus d'une relation qui avait apparemment été unilatérale tout ce temps. Et le canapé ? A-t-il demandé, faisant référence à l'énorme section que nous avons achetée ensemble l'année dernière après avoir passé 3 week-ends à visiter les magasins de meubles comme si nous menions une sorte de projet de recherche scientifique. Elle peut le garder, dis-je. Je suis presque sûr qu'elle l'a choisi de toute façon, ce qui était vrai. La plupart de nos biens communs étaient des choix de Lorraine que j'avais acceptés parce que c'est ce qu'on fait quand on est amoureux. Vous faites des compromis. Vous vous en tenez aux préférences de votre partenaire. Vous vous convainquez que les coussins font vraiment la différence. Avec le recul, je ne pouvais penser à aucune décision majeure concernant notre maison qui aurait été principalement la mienne. J'ai été un acteur de soutien dans mon propre espace de vie. Nous n'avons pas beaucoup parlé de Lorraine pendant que nous emménagions mes affaires, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Zayn avait cette incroyable capacité à être présent sans être intrusif, à aider sans poser de questions inconfortables, à simplement exister dans le même espace sans avoir le sentiment de devoir tout arranger. C'était le genre d'amitié qui vous rappelait pourquoi les liens masculins évoluaient autour d'activités partagées plutôt que d'un traitement émotionnel profond. Bière, a-t-il demandé après que nous ayons fini de ranger mes affaires de manière à ce que l'appartement ressemble un peu moins à une scène de crime. Mon Dieu, oui, ai-je dit, parce que s'il y avait un moment pour boire dans la journée, c'était probablement en contemplant les ruines de votre vie d'adulte dans un studio qui sentait légèrement les expériences culinaires des locataires précédents. Nous nous sommes assis sur mon nouveau canapé, un objet en cuir d'occasion que j'avais trouvé sur Craigslist et qui semblait avoir survécu à plusieurs relations précédentes, et nous en avons ouvert de froide en examinant mon nouveau royaume. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était honnête. Pas de prétention, pas de performance, pas d'effort pour être quelque chose que je n'étais pas pour quelqu'un qui n'avait jamais vraiment voulu de moi au départ. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné avec un SMS de Lorraine. La première depuis notre conversation marathon au Murphy's dîner, et j'espérais en quelque sorte qu'elle aurait compris et passerait à l'étape d'acceptation du processus de deuil qu'elle traversait. « Je ne vous dérangerai plus », disait le message. « Je regretterai toujours ce que j'ai dit. » J'ai regardé l'écran pendant un long moment, essayant de comprendre ce que je ressentais à ce sujet. Une partie de moi voulait répondre pour dire quelque chose de aimable ou de pardon ou au moins reconnaître qu'elle avait tendu la main, mais une autre partie de moi, la partie qui écoutait ce mémo vocal en boucle depuis 2 semaines, se sentait simplement fatiguée. Elle a envoyé un texto, je l'ai dit à Zayn, en lui montrant le message. Il le lut et secoua la tête. Trop peu, trop tard. Trop honnête, trop tard, dis-je, ce qui me parut plus précis. Le problème n'était pas qu'elle avait été cruelle ou délibérément blessante. Le problème était qu'elle avait dit la vérité sur des choses sur lesquelles elle aurait dû soit travailler en privé, soit discuter directement avec moi. Vous ne pouvez pas démentir la vérité et vous ne pouvez pas ignorer ce que vous savez sur la façon dont quelqu'un vous voit réellement. Je n'ai pas répondu. Il est préférable de laisser certains mots en suspens dans le vide numérique, sans réponse ni reconnaissance. Au lieu de cela, j'ai supprimé le message et éteint mon téléphone. Et maintenant ? Demanda Zayn, s'installant dans le canapé comme s'il était prêt à m'aider à comprendre le reste de ma vie autour de la bière et de n'importe quel plat à emporter que nous pourrions nous faire livrer dans mon nouveau logement. Maintenant, j'apprends à être à nouveau célibataire, dis-je. Comment prendre des décisions sans consulter personne? Comment dîner sans faire de conversation? Comment regarder la télévision sans négocier avec la télécommande? Cela semble solitaire, dit Zayn, mais sans porter de jugement. C'était plutôt comme s'il énonçait simplement un fait. Ouais, j'ai accepté. Mais c'est une solitude honnête, pas une solitude heureuse. Et ce que j'apprenais a fait toute la différence dans le monde. 3 mois plus tard, je découvrais que la vie après une guerre nucléaire émotionnelle avait une étrange façon de se réorganiser en quelque chose qui ressemblait presque à la normale. Ce n'est plus aussi normal qu'avant. Cette version de la normale était morte brutalement à 117 heures du matin via un mémo vocal, mais un nouveau type de normalité qui m'appartenait entièrement. J'avais recommencé à faire de la randonnée, ce qui ressemble à un de ces clichés que l'on retrouve dans les histoires sur la nature que les hommes divorcés racontent dans les bars pour expliquer pourquoi ils possèdent soudainement du matériel de plein air coûteux. Mais la vérité était plus simple et moins profonde. J'ai toujours aimé faire de la randonnée et quelque part dans la routine confortable du mariage, je me suis arrêté.
Trop de week-ends passés à faire quelque chose. Trop de samedis matins étaient sacrifiés aux courses et aux obligations sociales et à la longue liste de projets de rénovation domiciliaire de Lorraine qui, d'une manière ou d'une autre, nécessitaient toujours ma participation. Désormais, mes samedis m'appartiennent à nouveau. Je me réveillais tôt, je sortais mes vieilles chaussures de randonnée du placard, celles dont Lorraine s'était toujours plainte, me faisaient ressembler à un père essayant de revivre sa jeunesse, et je me dirigeais vers n'importe quel sentier qui semblait intéressant sur l'application de randonnée que j'avais téléchargée. Pas de négociation, pas de compromis, pas besoin d'expliquer pourquoi je voulais passer 4 heures à gravir une montagne juste pour redescendre. La première fois que je suis sorti seul, je m'en suis senti coupable, comme si je trahissais en quelque sorte le souvenir de notre relation en profitant de quelque chose sans elle. Mais à la 3e ou 4e randonnée, la culpabilité s'était transformée en quelque chose qui ressemblait étrangement à du soulagement. Il s'avère que lorsqu'on n'a pas à se soucier de savoir si son compagnon de randonnée passe un bon moment, on peut se concentrer sur son propre plaisir. La lecture avait également fait son retour. J'avais toujours été un passionné de livres, le genre de personne qui trimballait des livres de poche dans sa poche arrière et lisait pendant les pauses déjeuner. Mais le mariage avait en quelque sorte transformé mon temps de lecture en temps Netflix. Ne vous méprenez pas, j'avais apprécié nos soirées tranquilles à regarder en boucle la série qui obsédait Lorraine, mais il y a du bon dans le fait de se plonger dans un bon livre sans que quelqu'un ne vienne régulièrement vous demander ce qui se passe ou si vous pensez que le personnage principal fait les bons choix. J'avais recommencé à rire, ce qui peut paraître dramatique, mais c'était en fait ce qui m'avait le plus surprise. Un vrai rire, pas le petit rire poli qu'on a quand son conjoint fait une blague passablement drôle, mais on rit quand même parce qu'on l'aime. Je parle de ce genre de rire profond et spontané qui survient quand quelque chose vous paraît vraiment hilarant, sans que vous ayez à vous soucier de savoir si votre réaction est appropriée, trop forte ou pourrait perturber l'humeur de quelqu'un d'autre. Zayn avait joué un rôle déterminant dans la redécouverte de mon sens de l'humour, notamment en restant irrévérencieux comme toujours et en traitant mon parcours émotionnel post-divorce comme un long numéro comique. Il avait commencé à qualifier mon ancien appartement de scène de crime et mon nouveau logement de centre de rétablissement, ce qui aurait dû être déprimant, mais qui, d'une manière ou d'une autre, était devenu hilarant.